Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 15 février pour comprendre comment tourne la planète finance. Lorsque ça tourne autour des dernières déclarations de Janet Yellen, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Wall Street euphorique? Non, intergalactique. Je fais évidemment allusion aux 6 records consécutifs que vient d'inscrire le Nasdaq, ce qui n'occultera pas les 4 records d'affilée sur le Dow Jones, sur le S&P 500. Une nouvelle hausse hier, qu'on aurait bien de la peine à relier soit aux statistiques du jour, qui étaient franchement pas brillantes, et encore moins aux déclarations de Janet Yellen, auditionnée devant la commission financière du Congrès. Alors on lui a demandé plus ou moins ce qu'elle pensait de la croissance. Mais bien, elle la juge médiocre, insuffisante. Le chômage, le chômage, 4,8%, ça semble être un bon résultat. Un des sénateurs qui l'interviewait a insisté lourdement en disant mais le chômage, le vrai chômage, il n'est pas à 4,8, il est au moins à 9, voire bien au-delà. Janet Yellen s'en est tenue aux statistiques officielles pour dire que quand même, oui, il faudrait que les salaires s'améliorent. Tiens, que les salaires s'améliorent, mais si les salaires montent, ça sera forcément inflationniste. C'est pas le genre de perspective qui doit réjouir Wall Street. Et pourtant, quoi que dise Janet Yellen, les indices US ont continué de grimper. Elle a également souligné que si la Fed tardait trop, ce serait une stratégie potentiellement dommageable. Autrement dit, elle considère quelque part que même si la croissance n'est pas ce qu'elle espérerait, les taux aujourd'hui sont à des niveaux encore trop faibles en regard de la croissance réelle, même si elle est insuffisante. Et puis Mme Yellen a rappelé que le crédit ne pose aucun problème, que c'est pas parce qu'il y a trop de régulation que les banques ne prêtent pas et que les entreprises n'investissent pas. Non, les entreprises n'investissent pas tout simplement parce qu'il n'y a pas de clients à la sortie. En tout cas, pas plus que l'année dernière et encore moins que l'année précédente. Comment le savons-nous? Tout simplement, regardez les chiffres d'affaires. Les entreprises américaines voient leur chiffre d'affaires se contracter. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que les pouvoirs d'achat distribués ne sont pas suffisants, ni dans les frontières américaines, ni à l'extérieur. Pourtant, les émergents se redressent. Oui, mécaniquement, étant tombé très bas, et étant donné que le dollar a un fort pouvoir d'achat, pourquoi ne pas aller acheter des actions émergentes qui, en plus de ça, ne coûtent pas cher, exprimées en dollars? Mais revenons-en au titre de cette chronique, Wall Street devient intergalactique. Le Dow Jones hier soir atteint 20 500 points. Il vient d'un plancher de 6 500 points le 9 mars 2009. Vous voyez, dans 3 semaines, ça fera exactement 8 ans jour pour jour. Autrement dit, le Dow Jones vient de gagner 8000 points en ligne droite pour retrouver les 14 500 qui étaient son zénith de 2007 et il vient de rajouter 6000 points supplémentaires. Autrement dit, le Dow Jones vient en l'espace de 8 ans de gagner autant de terrain qu'il en avait gagné en un siècle et quelques décennies, on va dire environ 130 ans. Si vous prenez le S&P 500, il valait 666 le 9 mars 2009, il valait hier soir plus de 2330. Autrement dit, il vient tout simplement de prendre environ 1700 points. Depuis sa création, et jusqu'en 2007, il n'en avait pris que 1550 environ. Autrement dit, on vient de gagner là aussi en 8 ans
plus de terrain que le S&P n'en a jamais gagné depuis sa création. Est-ce que depuis 2009, la rentabilité des entreprises, les bénéfices qu'elles dégagent, ont progressé autant qu'en l'espace de 100 ans? Ça vaut la peine quand même de se poser la question. Et maintenant que nous enchaînons les records, vous avez des stratèges qui vous expliquent que Wall Street va devenir intergalactique. Oui, parce que cette hausse, ces 6 records consécutifs sur le Nasdaq et ces 4 records sur le S&P ou le Dow Jones ne sont qu'un début, ce n'est que l'entame d'une nouvelle phase de hausse parabolique que l'on doit à Donald Trump et à ses promesses de révolution fiscale. Personne n'a la moindre idée de l'impact réel que cette réforme qu'on nous promet aura sur les entreprises, mais on paye déjà un miracle cosmique et pourquoi pas 4-5 ans d'années de profitabilité record. Mais en imaginant même que M. Trump décide, pour que les entreprises profitent vraiment d'une baisse d'impôts, de mettre les impôts à zéro, puisqu'aujourd'hui, en moyenne, les entreprises américaines payent 7%, grosso modo, les multinationales payent environ 7% d'impôts, en imaginant qu'ils mettent les taux à zéro. Est-ce que l'on mesure seulement l'impact que cela aura sur les équilibres budgétaires américains? Qui voudra encore prêter de l'argent à l'Amérique? Et si M. Trump baisse les impôts pour redonner, soi-disant, du pouvoir d'achat aux classes moyennes, sachez que plus de la moitié de cette classe moyenne ne paye pas d'impôts. Ils ne gagnent pas assez d'argent. Autrement dit, M. Trump ne pourra que baisser les impôts des plus riches. Et ces impôts qu'ils ne paieront pas, de toute façon, c'est de l'argent qu'ils ne dépenseront pas, puisque aujourd'hui déjà, ils ne dépensent pas, mais thésaurisent les sommes colossales qu'ils ont en plus de leurs besoins quotidiens. Autrement dit, si les baisses d'impôts sont bien celles que Wall Street imagine, ça veut dire simplement que les riches auront encore plus d'argent pour acheter des actions. Ça ne veut pas dire du tout que cela va relancer l'économie. Alors à partir de quel moment va-t-on s'apercevoir qu'en ruinant l'État américain, les marchés ne vont pas pouvoir supporter, ou en tout cas ne pourront plus assurer le refinancement de cette économie. Et qu'à partir du moment où les taux se mettent à flamber, eh bien, les actions se mettent à chuter. Mais pour l'instant, le raisonnement que l'on nous présente, c'est que puisque les taux remontent doucement et que donc on se désinvestit doucement de l'obligataire, eh bien, où va l'argent? Il n'y a pas d'alternative. L'argent va nécessairement vers les actions. On est à 28 fois les bénéfices aujourd'hui sur le S&P 500. Là, je parle de price earning forward. Si le Dow Jones atteint les 2100 et le S&P les 2400, on aura atteint les 30 fois les bénéfices. Autrement dit, on sera cette fois-ci bel et bien au-delà des zéniths qu'on avait observés en 1929. Espérons simplement que la suite ne ressemblera pas à 1929. Mais enfin, il y a quand même quelque chose dont il faut tenir compte, c'est qu'en 1929, les États n'étaient pas endettés à la hauteur de ce que l'on connaît aujourd'hui. On avait même des budgets excédentaires. Vous voyez un petit peu où peut aller l'effet de ciseaux.